Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cet exercice de redevabilité qui se tient au lendemain de la réunion du Conseil supérieur de la défense élargie que le commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise a tenu hier à la Cité de l'Union africaine. Vous avez tous suivi les détails du communiqué qui a été rendu public juste après. Et ce soir, donc, dans le cadre de cet exercice de redevabilité, nous voulons revenir sur les principaux axes, principalement militaires, qui ont été abordés au cours de ces briefings. Évidemment, il y a des aspects diplomatiques, parce que vous l'avez suivi sûrement depuis hier soir, que les Nations Unies avaient sorti un nouveau rapport du groupe d'experts qui démontre clairement l'engagement de l'armée rwandaise avec des terroristes du M23 dans un processus non seulement de pillage, mais d'occupation systématique des pans entiers du territoire national. C'est pourquoi il rencontre la réplique de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Il a été aussi question de parler de la couverture médiatique de ces conflits. Nous avons eu l'occasion de discuter ce matin avec les journalistes à la fois des médias internationaux accrédités en RDC, mais aussi des journalistes nationaux pour nous assurer que le front médiatique est aussi bien au point et que ce n'est pas par nos médias ou des médias qui opèrent en République démocratique du Congo que passera la campagne rwandaise et la manipulation bien orchestrée. Madame la ministre d'État, bonsoir. Heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Nous étions ici déjà le 15 décembre dernier pour parler du processus de Luanda. Nous aurons l'occasion de revenir sommairement là-dessus, mais aussi vous aurez l'occasion, comme dit tout à l'heure, de parler du dernier rapport du Conseil des groupes d'experts du Conseil de sécurité. Monsieur le général, mon général, bonsoir. Le porte-parole de l'armée, devrais-je dire. Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver dans le cadre de ces briefings. Il y a évidemment beaucoup de questions qui concernent l'armée, les opérations en cours. La Grande Muette sera bien obligée de dire quelques mots ce soir pour permettre aux Congolais qui nous suivent de savoir où est-ce que nous en sommes sur les différents points et les progrès que nous connaissons. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Évidemment, nous aurons l'occasion de revenir parce que j'ai vu tout à l'heure, j'ai reçu quelques questions sur les vociférations du président rwandais en cours. Visiblement, il me semble qu'il a perdu la boussole sur toutes les questions, surtout celles qui concernent la République démocratique du Congo, parce qu'il y a une volonté qui est maintenant clairement affichée de montrer qu'on a des velléités expansionnistes en lisant mal l'histoire de la colonisation et en pensant l'interpréter sous le prisme du pillage systématique de la RDC. Nous aurons le temps de dire quelques mots à propos. Mon général, on commence avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation générale sur le front ce soir? D'abord, mes vœux à tous les journalistes présents et à ceux qui ne sont pas là. De manière ramassée, je dirais que les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain. Elles ont bien évolué hier et elles occupent la totalité de la cité de Ngungu et de l'ensemble des positions environnantes. Du côté de Massissi, les forces loyalistes, comme je l'ai dit au cours de la réunion qu'on a eue avec les journalistes ce matin, ont récupéré la cité de Massissi hier. Tandis que les terroristes du M23 avec leurs parrains rwandais tenaient les points décisifs de Kaungole, ce qui leur a permis de réoccuper Massissi Centre cet après-midi. Mais les combats continuent. Toutefois, comme je l'ai dit, les combats continuent et les forces loyalistes se sont déterminées, une fois pour toutes, à libérer cette partie en dépit des renforts des terroristes qui continuent de venir et surtout des renforts de l'armée régulière rwandaise qui continue à affluer sur notre territoire. Sur l'axe Saké, nos hommes ont réussi à déloger les terroristes de leur position sur les hauteurs de cette cité. Et ce qui était là, c'était des forces spéciales rwandaises. Au front nord, les terroristes de
Rwandais ont essayé ce matin de secouer nos positions, mais ils n'ont pas pu avancer car les forces armées de la République démocratique du Congo leur ont infligé une bonne correction aujourd'hui, et avec l'intervention de tous les moyens qu'on a, les moyens aériens, les moyens terrestres, l'artillerie, ils ont perdu du terrain. Partout, l'ennemi a connu d'importantes pertes en hommes et en matériel. De toutes les façons, nous rassurons. Les images sont un peu choquantes, on va demander de les flouter. Pour ceux qui nous suivent à la maison, ils pourront regarder les images des terroristes les morts, matériels, les roquettes, les bombes qu'on a récupérées. Et puis d'autres images sont choquantes. On ne saurait pas, si on ne les a pas floutées, on ne pourra pas les diffuser. Je disais que de toutes les façons, nous rassurons le peuple congolais de la détermination sans faille des forces armées de la République à mettre un terme à cette agression qui a trop duré. Et elle a trop duré 30 ans, c'est beaucoup et ça suffit. Notre souci et notre détermination sont de récupérer l'ensemble du territoire sous occupation des terroristes du M23 et surtout de leur mettre à penser, de libérer nos populations meurtries et de chasser de notre territoire les terroristes de la mer rwandaise qui violent nos mères et nos sœurs, qui tuent et massacrent nos populations et qui volent et pillent nos ressources. Cette détermination ne fléchira jamais, et avec l'ensemble de la population et de vous, les hommes et les femmes des médias, nous allons gagner cette guerre, puisque, comme le ministre ne cesse de le dire, cette patrie nous appartient, ce pays nous appartient, et nous n'allons pas céder face à cette agression. Voilà, messieurs, le porte-parole de l'armée, dans mon général, merci pour vos mots introductifs. Je rappelle que hier, autour du président de la République, nous avons eu l'occasion d'écouter pour la première réunion du Conseil supérieur de la défense les nouveaux chefs d'état-major général qui viennent donc avec un nouvel esprit, et vous avez déjà ressenti les premières conséquences sur le terrain. Et pour nous, comme gouvernement, y compris pour l'armée, la détermination, c'est de vaincre l'ennemi sur tous les fronts et de récupérer chaque portion du territoire national qui est occupé. On pourra avoir l'occasion de revenir sur les détails lorsque nous répondrons à vos questions. Madame la ministre d'État, évidemment, vous secondez le président de la République dans le front diplomatique, et du point de vue du front diplomatique, bien avant d'ailleurs que vous ne puissiez dire quelques mots sur les rapports du Conseil de sécurité, mais nous avons noté l'isolement continu du Rwanda. Jusqu'à tout à l'heure, nous avons vu encore une déclaration de leur allié plus ou moins fidèle, la Grande-Bretagne. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur toutes les déclarations que vous avez pu enregistrer des condamnations des aventures rwandaises dans l'Est de la RDC? Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, et je saisis aussi l'occasion de souhaiter les meilleurs vœux à tous les collègues de la presse. En effet, je pense qu'on peut même retracer cela au mois de décembre, après le rendez-vous manqué, ou plutôt boycotté par le Rwanda du 15 décembre. Nous avons vu qu'il y a eu une succession de communications claires sur aussi la déception de plusieurs partenaires par rapport à la posture du Rwanda. À commencer par le 20 décembre, quand le nouveau mandat de la MONUSCO a été renouvelé. Il était très important de voir que dans le cadre de cette réunion du Conseil de sécurité, les États-Unis d'Amérique, mais aussi le Royaume-Uni, se sont prononcés
contre l'ingérence du Rwanda, contre la présence des troupes du Rwanda et l'ont fustigé de manière très publique à travers des explications de leur vote sur la résolution prolongeant le mandat de la MONUSCO. Il est important de noter aussi que depuis 3 ans de guerre, c'est la première fois que le Royaume-Uni a explicitement nommé le Rwanda dans le cadre du conflit qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Je ne pense pas qu'il faut sous-estimer ou diminuer l'importance de ce signal fort politique et diplomatique à l'encontre d'un ancien ou d'un allié ou partenaire privilégié du Royaume-Uni, le Rwanda. Et comme vous l'avez évoqué, chers collègues, en effet, depuis le 5 janvier et surtout depuis la recrudescence de violences dans le territoire de Massissi et les violations continues du cessez-le-feu, nous avons aussi vu un bon nombre de déclarations, à commencer par les États-Unis d'Amérique, mais aussi l'Union européenne, la France, le Bureau de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, la MONUSCO et, comme vous l'avez évoqué, aujourd'hui aussi le Royaume-Uni. Je pense que tout cela montre à quel point le Rwanda s'est isolé lui-même. L'Angola, merci. L'Angola. Angola aussi en particulier très important parce que c'est le facilitateur du processus même de Luanda et c'est la première fois que l'Angola s'est prononcé sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Donc on voit aussi que ce pays est sorti d'un silence qu'il s'était imposé aussi dans le cadre de son rôle de facilitateur et je pense que cela signifie aussi ou symbolise aussi qu'il y a une préoccupation grandissante par rapport à la posture du Rwanda qui s'est retiré du processus de Luanda et qui a, à travers ses choix et surtout à travers le choix des armes, montré qu'il n'était pas intéressé à une paix durable dans la région des Grands Lacs. Et donc, en effet, nous voyons une succession de déclarations qui condamnent la recrudescence de violence et qui condamnent aussi le Rwanda pour sa présence et son activisme dans le territoire, sur le territoire souverain de la République démocratique du Congo. Un partenaire qu'on doit encore ménager ou n'est-il pas temps de revoir nos relations diplomatiques avec ce pays? Merci. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui qu'on n'a pas fait hier, qui justifie les prouesses? Non, les prouesses sont là depuis toujours. Parce que c'est depuis 30 ans que nous sommes en guerre. Une guerre qui n'est pas déclarée. Ben, c'est cette armée qui fait en sorte que le Congo puisse rester ce qu'il est aujourd'hui. Donc il ne faut pas dire qu'hier on a failli quelque part. Non, non. En guerre, comme je l'ai dit aux journalistes lors de la réunion, la guerre évolue toujours en dents de scie. On peut perdre une bataille, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la victoire finale, elle sera congolaise. Et cette armée, c'est une armée qui est déterminée à assurer l'intégrité territoriale de notre pays, à défendre nos frontières et à protéger les personnes, les habitants du Congo, donc le peuple congolais et tous ceux qui ont choisi le Congo comme leur deuxième patrie. Et cette armée travaille jusqu'au sacrifice suprême. Et quand vous regardez ce processus, cette guerre qui nous est imposée, il y a beaucoup de morts au Rwanda qu'au Congo. Il y a beaucoup de morts des militaires rwandais que des militaires congolais. On ne vous a pas montré les images, il y a des images horribles, mais il y a dans les images que je vais essayer de monter et on va travailler avec le ministre pour essayer de les mettre à votre disposition. Au Rwanda, on ne montre pas les morts, on ne fait pas les deuils. Et nous avons des gens qui sont au Rwanda qui nous envoient les images des cercueils, des colonnes de cercueils, de morts qui sont enterrés au Rwanda. Même si là-bas, il n'y a pas, on ne peut pas se permettre de diffuser ces images-là. Vous regardez les images qui sont là, ce sont des cercueils. Mais chez nous, vous ne trouverez pas ça. C'est pour vous dire que l'armée congolaise, c'est une armée forte qui travaille dans son pays, mais qui a plusieurs problèmes. Les problèmes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs menaces. Il n'y a pas que cette menace principale rwandaise, il y a aussi les ADF, il y a presque dans la partie orientale de notre pays des menaces multiples, des Zouélés jusqu'au Grand Katanga. Il y a plusieurs menaces et l'armée
est appelée à affronter toutes ces menaces-là. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est déterminée à ramener la paix dans notre pays et de gré ou de force, cette paix reviendra. Et cela arrivera. Alors, sur votre question concernant les médias, que j'ai décidé, après évidemment discussion et analyse avec mon équipe, de retirer les accréditations accordées aux journalistes d'Al Jazeera. Parce que c'est tout simple. Comment voulez-vous comprendre qu'un média comme celui-là, qui a des journalistes régulièrement accrédités en République démocratique du Congo, puisse utiliser une chercheuse, une militante notoirement connue comme pro-rwandaise, qui n'est pas dans la liste de journalistes accrédités, chef d'un mouvement terroriste sans avoir ni accréditation ni visa. N'est-ce pas méprisant? D'abord pour ces journalistes-là. Alors, à quoi ça sert à cette chaîne d'avoir des journalistes accrédités localement lorsqu'il faut faire une interview, recourir à une chercheuse qui est militante? C'est une porte d'entrée de la manipulation et de l'intrusion. Nous leur avons écrit et nous attendrons, parce que sûrement à un moment ou à un autre, ils réagiront. Et en ce moment-là, nous discuterons, parce que ça, c'est l'exemple de ce qu'il ne faut jamais faire, justement. De donner la parole à des terroristes, c'est ce qui, pour nous, est assimilable à l'apologie du terrorisme, et c'est totalement inacceptable. Nous avons eu des discussions ce matin avec les correspondants de la presse internationale ici. Beaucoup ne les savent peut-être pas. J'aurais voulu que quelqu'un de RFI les dise ici. RFI ne donne pas la parole aux terroristes. Et d'ailleurs, dans cette guerre, je pense que nous devons proposer une forme de lexique. Madame Paulina Zidi, je la vois dans la salle, peut-être elle-même pourra le dire. Nous considérons que c'est un bon pas, mais qu'il y a des choses qu'il faut faire davantage dans la couverture, dans un contexte où, chez nous, il y a la pluralité des médias. Et nous nous assurons que les médias puissent opérer librement. La preuve, nous sommes dans un exercice en direct avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et le porte-parole de l'armée. Donc nous sommes disposés à vous donner des éléments d'éclairage. Pour la protection de notre opinion, il n'y a plus de place pour l'ambiguïté, parce que de l'autre côté, ça n'existe pas. C'est l'omerta générale où la liberté d'expression n'existe même pas d'un iota. Et donc, si nous avons pris la décision sur Al Jazeera, c'est parce que nous avons des faits corroborés qui sont justifiés. Et personne ne va nous le reprocher. Mais pour ce qui concerne les autres médias de la presse étrangère, nous avons aussi discuté par rapport à la spécificité, à la délicatesse du sujet. Le Congo, la RDC représente 60% du bassin d'audience de RFI, France 24 ou TV5. Et 60%, c'est énorme lorsque vous êtes un média. Et les Congolais, dans leur grande majorité, si pas tous les Congolais, ne veulent pas du Rwandais, du militaire rwandais, des agissements du président rwandais sur notre territoire. Et cela doit être en mesure de ressortir et sans entacher à rien les professionnalismes de ces médias. Nous sommes dans un contexte de crise et tout le monde devrait le comprendre, parce qu'on peut même envisager des mesures plus radicales. Alors, sur la question de la peine de mort qu'a évoqué le ministre de la Justice, je pense qu'il faut... Vous connaissez le ministre de la Justice dans son style et dans sa fermeté. Je pense qu'ici, c'est qu'il faut considérer
avons encore souligné une chose. Le processus de Luanda est un processus diplomatique et qui a pour objectif de faciliter la fin des tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Malgré le fait que le président Kagame a choisi de ne pas se rendre à Luanda le 15 décembre et d'honorer l'invitation de son homologue angolais, vous l'avez tous vu, le président Tshisekedi y était. Et je pense que c'était un signal fort et important qui montrait à quel point nous tenons à la paix, mais aussi à quel point nous respectons l'autorité, la sagesse et le mandat du facilitateur. Le processus de Luanda, il a encore lieu d'être. Il est mis à l'épreuve actuellement à cause du comportement du Rwanda. Nous allons donc attendre et voir si le Rwanda va peut-être retrouver le chemin de la raison. Mais notre position est claire. Nous voulons la paix. Nous respectons l'autorité du facilitateur angolais. Et si le processus de Luanda devait reprendre, en nous donnant des raisons fiables, si vous voulez, d'y faire encore confiance, nous allons retourner à Luanda. Nous avons toujours insisté que la solution à ce problème, la solution diplomatique se trouverait uniquement à Luanda. Pas à Zanzibar, pas je ne sais pas où. Nous avons toujours été très clairs. Le problème, c'est qu'apparemment, Kigali a peur de Luanda. Mais ça les concerne eux, pas nous. La deuxième question par rapport au général Muhoozi et ses déclarations qu'on peut qualifier d'inconsidérées. En effet, elles sont particulièrement préoccupantes, tenant compte de l'ambition que les deux pays partagent en termes de leur partenariat et en termes de leur amitié. Nous avons été très clairs avec nos homologues ougandais sur le caractère inacceptable de ces déclarations. Nous avons été aussi très clairs sur le fait que si ces déclarations continuaient et s'il n'y avait pas de clarification officielle et publique par les autorités ougandaises sur le degré auquel le général Muhoozi, à travers ses communications, engage le gouvernement ougandais, nous allions aussi devoir reconsidérer notre partenariat et nos relations. Donc je sais que certaines choses se font de manière très publique, il y en a d'autres qui se font de manière plus discrète. Soyez rassurés que nous suivons la question de très près et que nos partenaires ougandais sont vraiment informés sur le fait que nous avons exprimé à plusieurs reprises notre désapprobation et que nous n'allons pas hésiter d'en tirer les conséquences nécessaires. Il n'est pas suffisant de dire que le gouvernement ougandais communique uniquement à travers son ministère des Affaires étrangères et sa présidence. La réalité, comme vous l'avez dit, est justement qu'il y a des individus qui se permettent de faire des commentaires et de faire des déclarations qui sont complètement décontextualisées, qui portent préjudice aux efforts et à la stabilité sensible de la région. Et nous ne pouvons pas accepter des réponses bureaucratiques de nos partenaires ougandais qui nous disent que cette personne n'engage personne d'autre à part lui-même. Et donc, nos partenaires ougandais sont très informés sur le fait que nous attendons des clarifications et que ce soit des clarifications aussi publiques. Et je voudrais aussi souligner le fait que nous ne sommes pas seuls, si vous voulez, en tant que pays qui font face justement à cette logorée de déclarations assez erratiques et inconsidérées. Il y en a eu plusieurs à l'égard du Soudan, du Sud-Soudan et d'autres pays de la sous-région. Je pense que nos amis ougandais ont suffisamment de matière pour se pencher sur cette question et pour trouver une solution et la communiquer de manière crédible envers tous les partenaires qui ont raison d'être préoccupés par cette forme assez particulière de communication. Voilà, merci. On va prendre les questions de Dadi Songozo. Donc nous aimerions poser qui a, disons... Vas-y, mon général. Merci, mon ami. Je suis ni politique, ni diplomate, je ne suis que militaire. Mais la première réponse que je dois vous donner, c'est que vous connaissez qui a violé le cessez-le-feu. Vous, tel que vous êtes là.
vous connaissez qui a violé le cessez-le-feu. Vous êtes sur les fronts médiatiques, obligatoirement. Vous connaissez qui a violé le cessez-le-feu, et c'est exactement les Rwandais. Madame la ministre d'État vient de nous le dire ici, que la RDC a toujours respecté ses engagements. Et ce n'est pas la première fois qu'on a connu le cessez-le-feu. La RDC a toujours respecté sa parole et ses engagements, mais c'est les Rwandais, et surtout Paul Kagame, qui ne respecte rien, qui ne suit que ses instincts. Et ce sont les Rwandais qui ont violé le cessez-le-feu, qui ont commencé à nous attaquer. Et nous, on ne peut pas croiser les bras, nous avons réagi et nous le faisons de la même manière. Et d'ailleurs, quand j'ai répondu à la première question, j'espère que vous avez vu cette image dans les réseaux sociaux. Un colonel rwandais, le lieutenant-colonel Nzitonda, qui s'est pendu. Il s'est pendu, et avant de se pendre, il a laissé ce message, qui est un testament. Et mon secrétaire particulier qui parle correctement anglais l'a traduit, et ce message dit ceci: testament du lieutenant-colonel rwandais Jacques Nzitonda. Je m'appelle lieutenant-colonel Jacques Nzitonda. J'ai décidé de mettre fin à ma vie à cause du traitement du leader de mon armée. Qui est le leader de son armée? C'est Paul Kagame. Je n'avais pas prêté serment pour venir mourir au Congo, plutôt de servir mon pays, non pas d'être envoyé au Congo. Nous sommes en train de voir comment nos militaires rwandais sont en train de mourir sans raison. Désolé ma famille pour toute chose. Je sais que vous aurez mal, mais je n'ai pas de choix que de partir. Il a écrit de partir, mais entre guillemets, entre parenthèses, mourir. Parce que si je rentre au Rwanda, je serai tué. Nous allons nous rencontrer à la prochaine étape. Nous nous sommes entrés dans l'armée pour combattre, non pas pour combattre les Congolais, mais plutôt pour défendre notre pays partout où il y a trouble. Ça, c'est son testament. Et c'est pour vous dire que nous, dans notre pays, nous avons la culture de respecter la parole donnée et de respecter les engagements. Mais les Rwandais, et surtout pour Kagame, je l'ai dit une fois, pour manger avec lui, il faut avoir une longue fourchette, plutôt une fourche. Voilà, bonjour Madame la ministre d'État. Pour le communiqué de presse de la facilitation angolaise. Mais en effet, commençons avec le mécanisme qui a été mis en place le 5 novembre pour justement suivre la mise en œuvre du cessez-le-feu et des autres décisions prises dans le cadre du processus de Luanda. Donc le mécanisme ad hoc de vérification renforcée a été mis en place le 5 novembre à Goma. Vous vous souviendrez que le ministre des Affaires étrangères rwandais est venu en grande pompe et ce mécanisme devait être équipé par les 3 pays concernés, à savoir la République démocratique du Congo, l'Angola et le Rwanda. Le 5 novembre, les experts de tous ces pays étaient présents, sauf que le même jour, les experts rwandais ont rebroussé chemin pour ne plus revenir. Donc ce mécanisme qui a pour mandat justement d'établir la vérité en cas de violation du cessez-le-feu n'est pas opérationnel parce que le Rwanda n'y participe pas, malgré une parole donnée, malgré une cérémonie à laquelle son ministre des Affaires étrangères a participé. Et donc, quand on regarde en rétrospective, cela fait donc maintenant plus de 65 jours que ce mécanisme est supposé être opérationnel et que les Rwandais sont encore apparemment en train de chercher le chemin pour revenir à Goma. C'est ce que leur
représentant permanent, nous a indiqué quand nous étions à New York que les experts étaient en route. Très bien, ils cherchent encore le chemin vers Goma. La question du communiqué de presse de la facilitation sur la violation du cessez-le-feu, et je pense qu'elle clarifie aussi la situation, en tout cas telle que perçue par la facilitation récente lors des affrontements et la recrudescence de violence dans le territoire de Massissi. Je l'ai ici devant moi en portugais, mais je vais quand même essayer de le résumer rapidement. Le gouvernement de la République d'Angola regrette de forme la plus énergétique la reprise ou la prise du territoire de Massissi, province du Nord Kivu, par le mouvement du M23 qui a eu lieu le 4 janvier 2025. Donc c'est clairement attribué au M23. Cette action irresponsable compromet gravement les efforts de pacification du conflit qui règne dans l'est de la République démocratique du Congo et représente une violation flagrante du cessez-le-feu entré en vigueur le 4 août 2024. Dans ce contexte, je pense que c'est ce paragraphe qui est le plus intéressant pour nous, le gouvernement de la République d'Angola manifeste sa profonde préoccupation face à l'escalade du conflit et de la conquête illégale de territoires dans la République démocratique du Congo qui constitue également des violations de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et de sa souveraineté, telle que stipulée dans l'acte constitutif de l'Union africaine et de la Charte des Nations unies. Je pense que c'est un message très clair qui montre aussi, comme nous l'avons toujours dit et comme cela a toujours été notre message dans notre plaidoyer, le Rwanda est en train de violer tous les actes constitutifs, tous les actes sacrés, si vous voulez, de la communauté internationale dont nous faisons tous partie. Et ça montre que le Rwanda ne fait pas partie des États qui respectent leurs engagements. Ils violent l'intégrité territoriale, ils violent la Charte des Nations Unies, ils violent l'acte constitutif de l'Union africaine. Et maintenant, tout le monde doit faire face à cette réalité. Cet État qui a été chouchouté par les uns et les autres pendant des décennies est en fait un État voyou qui n'a aucun respect pour le droit international et pour les peuples avec lesquels il est supposé cohabiter de manière pacifique. Et qui fait preuve du mépris. Monsieur Dadi Songozo, nous, en République démocratique du Congo, derrière le président Tshisekedi, lorsqu'on parle de questions de droits de l'homme, des questions de liberté de la presse, nous le faisons par conviction. Si vous lisez l'article 123 de la nouvelle loi sur la presse, vous allez lire là-dedans qu'il est interdit, entre autres, de propager des éléments qui peuvent troubler l'ordre public. Ce n'est pas nous qui allons vous apprendre comment faire votre travail que vous faites déjà. Ici, nous, on n'est pas extrémistes, hein, un peu comme on a vu l'exemple européen où les médias russes ont été bannis sur le continent. C'est des choses que nous connaissons, c'est des choses que nous vivons. Et donc, nous, on n'est pas dans un contexte comme celui-là. Et pour les cas de Al Jazeera, c'est parce que nous avons des faits qui démontrent, et personne ne va nous contredire, sur le fait que ce qu'ils ont fait, ils ont fait l'apologie du terrorisme. Mais pour le reste, il y a besoin pour vous de tenir compte du contexte de crise dans lequel vous évoluez pour que votre média ne puisse pas être catégorisé. Vous savez qu'en politique, la perception compte pour beaucoup. On ne va pas refaire les débats ici. Mais il faut considérer que nous avons toujours été accessibles au moins une fois par semaine, nous avons un exercice de redevabilité pour lequel, au cours duquel nous répondons de manière claire et franche à vos questions. Sur ce qui concerne les questions opérationnelles, vous comprendrez avec moi que c'est des questions qui ne peuvent pas être traitées au rythme des médias. C'est des questions qui engagent des vies humaines. C'est des questions pour lesquelles, avant de nous exprimer, il y a un minimum de précautions qu'il faut prendre, encore que nous nous soumettons à cet exercice de manière régulière. Et donc, il faut considérer que si vous ne tenez pas compte du contexte, vous allez vous exposer. Non pas seulement vis-à-vis de nous, mais regardez ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux lorsque les Congolais s'expriment à propos de la presse internationale. Si nous devions suivre ce qui est dit par des Congolais sur les réseaux sociaux, on n'aurait même pas eu le temps de discuter, on aurait décidé souverainement de fermer certains médias. Mais nous ne sommes pas là. Et ici, il faut tenir compte du contexte des crises dans lesquelles nous sommes, qui vous impose, vous aussi, à votre niveau,
en fonction des responsabilités qui sont les vôtres, de tenir compte de cela. C'est tout à fait clair. On va prendre les questions.